Bonsoir à tous. Donc effectivement, ce soir, on va parler du traitement pangénotypique de l'hépatite C. Est-ce qu'il laisse des patients difficiles à traiter? Je sais qu'en Tunisie, vous avez, je crois, toujours sofosbuvir, daclatazvir. Donc ça peut être un peu frustrant, mais en même temps encourageant parce que j'espère que vous allez avoir sous peu les traitements pangénotypiques. Donc difficile à traiter, si on regarde ce que ça veut dire difficile à traiter, ça peut être difficile parce qu'on n'a pas les moyens, donc on n'a pas le médicament, mais ça peut être aussi difficile parce que le patient lui-même est difficile, soit il n'est pas adhérent, soit il a une cirrhose décompensée, une insuffisance rénale, etc. Donc on va regarder ces deux parties. Bon, déjà, en 10 ans, la présentation a radicalement changé. On avait avant l'interféron, la ribavirine, et maintenant on va se retrouver justement avec des traitements pangénotypiques qui vont jusqu'à 1 comprimé par jour. Alors, revoyons déjà tous ces traitements. Les traitements par antiviraux d'action directe, ils ont 3 cibles. Soit ils inhibent la protéase du VHC, NS3A4, et vous avez ici 5 traitements qui ont été commercialisés. On a une deuxième cible qui est les inhibiteurs de la polymérase NS5B avec le sofosbuvir qui est vraiment le pilier de tous les traitements, et puis le dazabuvir qui est également intéressant mais moins efficace. Et puis on a beaucoup d'inhibiteurs de la NS5A, donc c'est une cible un peu particulière parce que ça inhibe à la fois la réplication et l'assemblage des virions. Et dans cette classe, on a aussi 6 médicaments qui ont été commercialisés. Alors, si on regarde l'approbation des antiviraux directs dans le monde, ça a commencé en 2014 jusqu'en 2017. Donc, en 4 ans, on a eu énormément d'antiviraux qui sont apparus et la moitié qui ont disparu. Disons qu'en 2014-2015, ça a été les antiviraux de première génération. En 2016-2017, ça a été les antiviraux de deuxième génération. Et c'est cette deuxième génération, là on va le voir, qui constitue les traitements pangénotypiques. Cependant, le taux de succès avec les antiviraux de première génération, dont donc le sofosbuvir, daclatazvir, est très élevé. Il faut voir qu'on a quand même entre 90 et 95% de réponses virologiques soutenues. Mais malgré tout, c'est un petit peu sous-optimal dans certaines situations, notamment pour les génotypes 3, qui nous posent problème, pour les cirrhoses décompensées. Donc, si on se retrouve en plus avec un génotype 3 porteur d'une cirrhose décompensée, on va avoir des taux de réponse qui vont être beaucoup plus faibles. Ce sont des régimes qui sont quand même un peu complexes pour des prescripteurs non spécialistes, parce que la durée va dépendre du génotype. Ça peut aller de 8 semaines à 12 semaines à 24 semaines. Et puis, il faut ajouter de la ribavirine pour les patients cirrhotiques ou les géno 3. Et puis, il y a quand même un risque d'échec en cas de mutation de polymorphisme à baseline. Donc, on n'est quand même pas hyper satisfait de laisser 10 à 5% des patients sur le carreau. C'est ça qui a pas mal stimulé la recherche. Donc, vous avez ici les avantages et inconvénients de toutes ces combinaisons de première génération qui étaient sofosbuvir, ledipasvir, très efficaces, un peu moins sur le G3. On pouvait donner 8 à 12 semaines selon les génotypes. Les ennuis, c'est de la bradycardie avec le sofosbuvir, contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale sévère, donc on est un peu gêné. Sofosbuvir, daclatazvir, très intéressant. Le problème, c'est donc le G3, surtout cirrhotique. 12 ou 24 semaines selon les patients, avec quelques interactions. Grazoprevir, elbasvir, qui était vraiment intéressant pour les patients en insuffisance rénale, mais pas actif, moins actif sur G2, G3. Et paritaprevir, dazabuvir, ombitazvir, c'est assez compliqué avec beaucoup d'interactions et besoin de ribavirine. Donc finalement, ces médicaments qui étaient un peu moins efficaces ont fini par disparaître et il est resté vraiment les médicaments les plus efficaces qui ont été donc combinés dans des traitements pangénotypiques qui sont le sofosbuvir qui est la base, le velpatasvir et le pibratazvir pour les inhibiteurs de la NS5A et pour les inhibiteurs de protéase, le glecaprevir et le voxilaprevir.
Vous voyez que c'est quand même pangénotypique, mais ce n'est pas un traitement avec une seule molécule. Il faut toujours des combinaisons parce que c'est quand même un virus qui mute beaucoup, qui se réplique énormément et il faudra toujours avoir au moins 2 antiviraux. Donc ces combinaisons d'antiviraux de deuxième génération, c'est cela qu'on appelle les pangénotypiques et panfibrotypiques. Donc on a le sofosbuvir, velpatasvir ou Epclusa qui se donne à raison d'un comprimé par jour pendant 12 semaines, donc c'est vraiment simple à comprendre et à prescrire, et qui donne des taux de réponse virologique soutenus très élevés, que les patients soient non cirrhotiques ou cirrhotiques ou fibrosés, pas décompensés, hein, avec des taux de réponse 98%. Pour le G3, c'est un petit peu plus bas, mais les agences d'approbation des médicaments, l'EMEA par exemple, a jugé que c'était suffisant, c'est de 93 à 95% pour le G3. La deuxième combinaison pangénotypique, c'est glécaprevir, pibratasvir. Donc là, on a ces 3 comprimés par jour qui durent 8 semaines. Jusqu'à présent, c'était les patients sans cirrhose et récemment sont apparues des publications montrant que ça marchait aussi bien chez les patients cirrhotiques compensés. Le taux de RVS est de 95 à 98%. Les seuls qui ont un taux de réponse plus faible, ce sont les G3 pré-traités. Il faut augmenter à 16 semaines pour avoir ces taux de réponse importants. Donc le laboratoire a commercialisé le produit sous forme de petits blisters. Le patient doit prendre 3 comprimés une fois par jour. Donc quand choisir l'un ou l'autre, bon, c'est pas évident finalement, mais je pense que chacun a sa place. Sofosbuvir, velpatasvir, il n'y a pas d'interaction puisqu'il n'y a pas d'antiprotéase, donc on peut le donner assez facilement, mais c'est 12 semaines. Si 12 semaines vous avez un patient que vous risquez de perdre de vue, c'est un peu long. Les prisonniers, vous ne savez pas quand est-ce qu'ils vont sortir de prison, c'est un peu long. Et puis, il y a quand même l'insuffisance rénale. On ne peut pas le donner chez des gens qui ont une clearance de la créatinine trop basse, le sofosbuvir. Donc, on aurait tendance à privilégier sofosbuvir Epclusa, mais en fait, l'autre aussi a sa place. Et moi, je le donne très souvent aux gens que je veux traiter rapidement, qui risquent d'être perdus de vue, ou ceux qui ont une insuffisance rénale. Et puis, il y a ce qu'on appelle la triplette de Gilead. C'est une association sofosbuvir, velpatasvir, donc NS5A, plus voxilaprevir, qui est un inhibiteur de protéase, le Vosevi, qui a été commercialisé initialement pour les échecs et pour les naïfs. Il marche extrêmement bien dans les deux situations. Mais du point de vue infectiologique, c'est un peu idiot de donner un traitement triple alors qu'on a besoin qu'un traitement double. Donc finalement, après revue des différentes données, etc., il a été vraiment positionné chez les patients en échec, on va le revoir. Donc c'est un comprimé par jour pendant 12 semaines, en sachant que c'est un médicament avec un risque d'interaction. Il y a un inhibiteur de protéase, donc il va interagir avec cytochrome P450, et puis que la tolérance est un peu moins bonne. Il peut y avoir des céphalées, un peu de fatigue, etc. Mais le taux de réponse virologique soutenue est très élevé. Alors, ce qui fait que les recommandations ont complètement changé lors des dernières recommandations de l'EASL en 2018, qu'on a ensuite adapté aussi au niveau français, avec un circuit de traitement très simplifié pour les patients qui n'ont pas de cirrhose ou qui ont une cirrhose compensée. L'évaluation à J0 est très simple. Vous voyez, il faut avoir une preuve de réplication du virus C, plus ou moins un génotype. C'est plus obligatoire de faire le génotype, puisque le traitement marche sur tous les génotypes. Une évaluation de la sévérité de la fibrose, bon, bien sûr indépendamment de l'examen clinique, hein, par un APRI ou FIB4, parce que souvent on n'a pas forcément le fibroscan, et une évaluation du risque d'interaction médicamenteuse. Une fois qu'on a ça, on peut prescrire le traitement pangénotypique. Et ensuite, on va regarder 12 semaines après si le patient a une réponse virologique soutenue, qu'on obtient dans 97% des cas. Et à l'EASL, ce qui était assez intéressant, il y a eu le débat de dire à quoi sert faire une réponse virologique soutenue. On va encore avoir une dépense. Bon, je ne sais pas combien ça coûte en Tunisie, mais nous, en France, ça va être par exemple 70 €.
qu'on pourrait très bien réinvestir en traitant plus de patients. Donc certains pays, et notamment vous avez dû voir en Égypte, ils ne font pas forcément le contrôle de la réponse virologique soutenue chez tout le monde. Bon, nous, on le fait. Hein. On le fait parce qu'on se dit, voilà, le patient sait qu'il est guéri, qu'il est plus contagieux, et puis s'il y a un risque de réinfection, c'est intéressant. Mais on fait une fois qu'il a une RVS, on continue plus après. Et donc, c'est seulement les autres patients qui vont être dans un circuit spécialisé et devoir être adressés à l'hépatologue ou à l'infectiologue. Voilà, oui. Alors également, une autre simplification qui a été faite, c'est que maintenant, on n'a plus à réfléchir sur la durée, sur la dose, etc. Donc, une fois que le patient a été identifié comme pouvant rentrer dans le traitement simplifié, tout le monde peut le traiter. Il y a des essais qui ont été faits pour comparer le taux de réponse virologique soutenue en fonction de qui traite. Si c'est une infirmière, NP, un médecin généraliste ou un médecin spécialiste, après qu'ils aient reçu une formation de 3 heures. Vous voyez ici, c'était une série de 600 patients qui avaient reçu Sofo-Lédipasvir, 96% d'Afro-Américains, naïfs pour 82%, cirrhotiques pour certains. Et vous voyez que le taux de RVS est vraiment similaire, quel que soit le spécialiste qui a traité la personne. Donc, en France, les généralistes peuvent traiter, peuvent prescrire, mais ils ne le font pas. En fait, ils le font, mais ils sont un peu réticents. Ils ont un peu la trouille, bien qu'ils puissent le faire. Que ce soit ouvert à tout le monde, ça leur paraît un peu complexe. Hein. Bon, alors du coup, est-ce qu'il reste des patients difficiles à traiter? Et vous voyez que ça va concerner quand même peu de patients. Hein, mais quand même, on le voit, ça peut concerner les cirrhoses décompensées. J'ai commencé par les plus gros cailloux en fonction de la taille. Hein. Les échecs aux antiviraux directs, qui ne sont pas très fréquents. Les problèmes d'adhérence, j'en parlerai pas, mais il s'est avéré dans pas mal d'études que si on avait une baisse d'adhérence entre 70 et 90%, le traitement marchait quand même. Donc, il ne faut pas exclure du traitement des sujets, par exemple, toxicomanes, IV, parce qu'ils risquent d'oublier une fois par semaine leur traitement. Le taux de réponse est supérieur à 90%. Les interactions, les insuffisants rénaux, les enfants et quelques génotypes rares. Donc, en ce qui concerne la cirrhose décompensée, on ne peut pas donner d'inhibiteurs de protéase, ils sont vraiment contre-indiqués. Donc, il nous reste Sofo-Lédipasvir plus ribavirine ou Sofo-Velpatasvir plus ribavirine pour 12 semaines. Ou alors, si le patient ne peut pas recevoir de la ribavirine, un traitement de 24 semaines sans ribavirine. Nous, voilà, on n'a plus du coup le Declatasvir, hein, donc vous, c'est un peu différent pour vos recommandations. Donc, vous voyez l'intérêt d'ajouter la ribavirine, ça c'est des données connues hein, sur cette série qui est parue dans le New England, 267 patients de génotype 1 à 6 avec une cirrhose décompensée qui ont reçu Sofosbuvir, Velpatasvir pendant 12 semaines, ou alors 12 semaines avec ribavirine, ou 24 semaines. Et on voit que ce qui marche vraiment le mieux, c'est d'ajouter la ribavirine, pas forcément de faire 24 semaines. Ça fait passer le taux de réponse virologique soutenue de 83% à 94%. Par contre, dans le génotype 3, ça augmente aussi de façon très importante le taux de réponse, mais ça n'atteint que 85%, on va de 50% à 85%. Voilà, c'est ce qui est repris ici sur cette diapo. Sofo-Velpa, mais c'est des petits chiffres. Hein, pendant 12 semaines, 50%, et quand on ajoute la ribavirine, 85%. Voilà, donc la trithérapie est encore une ressource qu'on peut avoir pour les patients qui seraient en échec après un premier traitement par antiviraux direct. Et vous voyez, les essais qui ont été faits, c'est des essais Polaris sur différents génotypes, après échec de traitement par NS5K ou après échec de traitement par non-NS5K. Et dans les deux cas, on a des réponses virologiques soutenues qui sont très élevées, de l'ordre de 96-97%. Donc le problème, c'est celui des interactions et de quelques effets indésirables quand même, céphalée, fatigue, diarrhée, vertige, nausée.
Alors, on peut se retrouver encore de façon exceptionnelle, je ne vais pas en parler trop ici, avec malgré tout des patients qui sont en impasse, soit parce qu'ils ont un effet secondaire, soit parce qu'ils ont un échec au DA. Donc c'est seulement dans ces cas-là maintenant qu'on va être amené à séquencer le virus et à discuter en staff multidisciplinaire. Et on peut être amené à faire sofosbuvir plus glécaprevir, pibratazevir par exemple, mais c'est vraiment exceptionnel. On pensait réellement qu'on allait avoir ce genre de cas. Et je dois dire que ça ne dépasse pas une fois par an, quoi. Les hépatologues qui avaient pris, enfin les virologues qui avaient pris comme sujet la résistance du VHC sont vraiment déçus parce qu'on n'a plus du tout ce problème. Alors là, pardon, je crois qu'il y a des diapos qui ont sauté. Donc, deuxième problème, non, troisième, après les cirrhoses décompensées, ensuite on a vu les échecs ODA, c'est les interactions médicamenteuses. Donc, ça, c'est vraiment extrêmement important de les regarder. On a un site, même si on ne s'en rappelle pas, HCV Drug Interaction, dans lequel on met tous les traitements des patients et on va vous sortir en vert ou en orange ou en rouge si le traitement est possible. Ce qui est surtout important à retenir comme interaction, c'est les inhibiteurs de la pompe à protons, mais encore, ils ne sont pas complètement contre-indiqués. Il faut simplement les prendre à distance et prendre le sulfovelpatasvir avec le repas et à distance des IPP. Les immunomodulateurs, donc notamment à partir du moment où on a un traitement avec inhibiteur de protéase, ça c'est vraiment contre-indiqué, et certains anticoagulants et antiagrégants, mais qui ne sont pas vraiment ceux qu'on utilise le plus. Et puis on a des interactions entre les antiviraux directs et les antirétroviraux, notamment pour sofosbuvir, velpatasvir, un petit peu avec efavirenz, etravirine, nevirapine, et puis surtout pour glykeprevir, pibratazvir, avec les inhibiteurs de protéase et les inhibiteurs non nucléosidiques. Mais comme on utilise maintenant beaucoup d'inhibiteurs d'intégrase, ça pose vraiment très très peu de problèmes. Alors, quatrième problème qu'on peut rencontrer, ce sont les patients insuffisants rénaux. Là aussi, ça c'est quand même pas mal simplifié, avec des seuils de clearance de la créatinine qui nous permettent ou non de traiter. Si la clearance de la créatinine est supérieure à 30 minutes, on rentre dans les recommandations générales de traitement. Si le patient a une clearance très basse ou est en hémodialyse, à ce moment-là, contre-indication sofosbuvir, et on a la solution de glécaprevir, pibratazvir pour 8 semaines, pour tous les génotypes, ou grazoprevir, elbasvir, qui est resté commercialisé en France et en Europe pour cette situation, pour 12 semaines. Ici, vraiment, on ne peut pas donner, pour une raison ou pour une autre, un inhibiteur de protéase, on donne quand même le sofosbuvir, mais avec précaution, en surveillant l'évolution de la créatinine. Alors, adolescents, enfants, femmes enceintes. Donc, jusqu'à peu de temps, on était un peu gênés. Maintenant, on a des essais thérapeutiques qui sont plus des essais ouverts, mais qui ont montré chez les adolescents qu'on pouvait tout à fait bien donner sofosbuvir, ledipasvir pendant 12 semaines avec des pharmacocinétiques qui étaient similaires à l'adulte. Et depuis peu de temps, on a glécaprevir, pibratazvir qui est également approuvé pour 8 semaines chez l'adolescent supérieur à 12 ans. Et la chose récente de cette année, c'est que chez l'enfant de 6 à 12 ans, on a maintenant aussi une formulation de glécaprevir, pibratazvir en granulé. Donc ça, c'est intéressant. Donc il reste l'enfant inférieur à 12 ans. Chez les femmes enceintes, théoriquement, c'est contre-indiqué, mais des discussions sont en cours parce que c'est quand même intéressant. Ça peut prévenir la transmission mère-enfant, mais on n'a pas encore d'autorisation. Voilà, donc il reste encore ce problème de l'enfant de moins de 6 ans. Bon, la prévalence est quand même très faible, hein. Enfin, du moins aux US, en Europe, c'est vraiment inférieur à 1 sur 3, c'est très faible, un peu plus élevé en pays de développement, et on a quand même une mère sur 20 porteuse du VHC qui va transmettre le VHC à l'enfant. Et on sait aussi que l'évolution vers la cirrhose est plus rapide quand on a une infection materno-fétale, donc on aimerait vraiment avoir quand même des alternatives pour ces enfants, même s'ils sont rares. Voilà, donc je pense que les essais sont en cours et vont bientôt sortir. Et puis enfin, il reste un petit problème dont on a vraiment beaucoup parlé en 2019-2020, mais j'ai réappelé
mes collègues virologues avant de faire ce topo, c'est celui des génotypes rares. Est-ce qu'il y a des génotypes qui émergent chez lesquels on aurait vraiment un problème avec les traitements pangénotypiques? Ils sont en fait très très rares et ça n'a pas l'air d'être un problème, mais c'est quand même à surveiller. Puis vous me direz si vous, en Tunisie, vous avez ces problèmes. Mais il y a certains génotypes africains, non A, non B, qui pourraient être résistants quand même au traitement pangénotypique. Et parmi les génotypes 4, le génotype 4R, qui a de temps en temps des échecs. Mais en pratique, en tout cas en Europe, c'est extrêmement rare. Voilà, l'hépatite aiguë, c'est aussi vraiment intéressant. Donc, même traitement que pour les formes chroniques, mais 8 semaines. Donc, on donne le traitement pangénotypique l'un ou l'autre pour 8 semaines. On réévalue quand même les réponses à 12 et 24 semaines parce qu'il y a quelquefois des rechutes tardives qui ont été rapportées. Et puis, le problème qui reste, bien sûr, si on parle des patients difficiles à traiter, c'est ça le principal problème, c'est les restrictions financières dans certains pays parce que pas mal de médicaments sont génériques et ceux-là ne sont pas encore génériqués, je pense. Donc, à la fois sur le type de médicaments et sur les institutions où résident les patients, par exemple les prisons. Dans pas mal de pays, ces patients-là sont prioritaires et dans d'autres pays, au contraire, ils sont écartés du soin alors qu'ils devraient être prioritaires puisque c'est eux qui vont, s'ils sont traités, qui vont permettre d'éviter des réinfections ensuite. Donc, en conclusion, ces traitements pangénotypiques, vous avez vu, qui sont apparus et puis on a arrêté complètement le développement, sont extrêmement puissants, extrêmement simplifiés, avec des durées courtes, une efficacité supérieure à 95%, sans ribavirine, quel que soit le génotype, quelle que soit la fibrose, quelles que soient les mutations préexistantes. Des taux de mutation de résistance exceptionnels, un risque d'interaction qui est gérable. Si on n'avait qu'un traitement génotypique, on serait gêné, mais on en a deux. Ça nous permet de répondre à presque tout. Et on a quelques rares caractéristiques qui laissent des patients difficiles à traiter. Mais vraiment, il faut les chercher, bien réfléchir pour les trouver, pour faire une présentation. Vous voyez, c'est les cirrhoses décompensées, en particulier le G3, certains génotypes africains, les interactions médicamenteuses, l'insuffisance rénale sévère, les jeunes enfants. Donc, on peut vraiment imaginer la perspective de l'élimination mondiale. Si ces médicaments-là étaient en générique, je pense qu'on pourrait vraiment y arriver, à condition, bien sûr, d'optimiser les points bloquants de la cascade, qui sont le dépistage et la baisse des coûts avec l'accès à des génériques de qualité garantie. Merci. Merci, professeur Dominique Salmon, pour la qualité et la clarté de votre conférence, qui était aussi intéressante. C'est vrai, on a bien avancé, les choses se simplifient, mais ça reste toujours quand même certaines catégories, certaines situations là où vraiment il faut qu'il y ait une prise en charge multidisciplinaire. Je comprends très très bien la réticence des médecins généralistes pour prendre en charge au tout début de ces malades-là, mais je pense avec le temps, donc ça va se simplifier aussi dans cette prise en charge. Donc je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Je vais quand même rebondir sur, voilà, c'est la question qui était posée, c'est-à-dire sur le coût du traitement. Et c'est vrai, l'objectif de l'OMS est d'éradiquer l'hépatite C dans le monde, et on ne sait pas trop, surtout avec ces médicaments génotypiques qui sont aussi intéressants que ça. Donc, qu'en est-il par rapport au coût et éventuellement avoir des génériques disponibles dans le monde? Là, il y a une énorme différence entre le coût non génériqué et le coût génériqué. Je pense que c'est les médicaments qui ont la plus grande différence. Le coût non génériqué, ça dépasse 20 000 €. C'est énorme. Je n'ose même peut-être pas prononcer ce mot. Bon, c'est vrai que ça fait gagner beaucoup de temps, ça élimine des hospitalisations, des greffes, etc. Donc le rapport coût-bénéfice, quand on le calcule, est positif. Mais c'est énorme sur un budget d'un pays en développement. Alors que le coût génériqué, je ne sais pas combien c'est pour vous, mais quelquefois c'est moins de 1 000 € en tout cas. Hein. Je ne sais pas à combien les vous arrivez. En Tunisie oui. Sont pas disponibles, non? Les coûts de oui. Et vous n'avez pas le daclatasvir? Non. Ah oui.
Ouais. Je pense que les autres vont être génériques. Ouais, vous me direz, dites, oui, dites, je vais vous dire après mon avis. Ah bon, j'ai fait de mon possible pour vous donner les noms en DCI, hein, mais c'est quand même simple. Le Sofolédi, c'est le Epclusa, enfin le Sophovelpa, pardon, hein, c'est Epclusa, et l'autre, le Glécapibrin, c'est Mavirette. Donc nous, on n'utilise que Epclusa et Mavirette, hein, mais bon, là, c'est pas forcément sous ce nom qu'ils seront commercialisés chez vous, donc c'est pour ça que j'ai pris les DCI. Mais je pense que les génériques, c'est venu aussi des Indiens et des génériqueurs et des pays qui ont voulu traiter leurs patients. Par exemple, l'Algérie qui s'est mis, même si Gilead ne voulait pas, à fabriquer des génériques. Donc ensuite, les labos pharmaceutiques, ils se sont trouvés un peu sous pression. Ben, nous, on va aussi baisser les coûts et aider les pays, quoi. Hein. Donc je pense que ça va être pareil pour ces traitements pangénotypiques. À un moment donné, il va y avoir des génériqueurs qui vont les faire et puis les coûts vont baisser, quoi. En Tunisie, c'est fait, voilà, c'était fait jusqu'à très peu avant la Covid par un génériqueur tunisien. D'accord. Donc je pense que vous pouvez vous débrouiller avec Sofolédi pour pas mal de patients. Donc, et puis, il faudrait quand même ces pangénotypiques pour les situations de patients difficiles à traiter. On n'est pas forcément obligé d'utiliser les pangénotypiques pour tout le monde quand on est dans une situation où le taux de succès est... Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. C'est plus simple vis-à-vis de généralistes. Si vous voulez, ça va dépendre de votre stratégie. En France, on avait vraiment une grosse épidémie d'hépatite avec beaucoup de patients cirrhotiques. Il fallait traiter vite et on avait une grosse épidémie. Si on est dans des pays où l'infection est plus rare, on peut laisser un traitement chez des spécialistes et vous dites, voilà, c'est telle situation, je donne ça, telle autre, je sais que ça ne va pas marcher, je donne ça. Vous voyez, peut-être que pour vous, le principal problème est l'hépatite B, moins l'hépatite C. Au fait, on démarre un peu en Tunisie, justement, ces molécules pangénotypiques chez les hémodialysés, la trithérapie notamment. Donc, on a sofosbuvir et benviril et dépasvir. Et on démarre chez les hémodialysés. Et justement, nous sommes en train d'essayer au maximum d'avancer dans notre consensus tunisien, parce qu'on a un consensus tunisien concernant le traitement de l'hépatite C. Et nous voulons, comme il a été dit tout à l'heure pour l'hépatite B, obliger un peu les instances politiques à passer vers ces molécules. Oui. Et ce type de conférence que vous avez fait est très intéressant parce que ça nous montre le bénéfice. C'est vrai qu'elles peuvent être chères. D'ailleurs, pour les hémodialysés, on a un budget conséquent pour ça, mais peut-être qu'à long terme, avec la diminution des génotypes, quand on fera plus les génotypes sur le plan laboratoire, les diminutions d'hospitalisation, etc., vous avez dit que le coût-bénéfice avait démontré son apport. J'espère que nous réussirons à convaincre nos instances politiques pour introduire ces molécules en Tunisie. Mais c'est en cours normalement. Oui. On a été un peu retardé, bien entendu, par la pandémie et l'épidémie Covid. Très bien. Oui. Oui. Cadre d'un programme national. Oui. Ce qui serait bien, c'est... Parce qu'on n'a pas de programme national pour l'hépatite B, hein. C'est aux frais du patient en fait, il y a une prise en charge, etc. Mais pour le traitement d'hépatite C, c'est gratis, donc il n'y a pas de souci. Par contre, pour l'hépatite B, c'est selon des prises en charge par les sécu, etc. Et le tenofovir, il faut faire un plaidoyer, parce qu'il est là, nous en disposons, nous en ramenons pour les infectés par le VIH. Je crois que c'est de Mylan ou d'autres génériques. Donc il faut faire un plaidoyer. Déjà, il faut commencer par faire ça. Et peut-être, bon, quand il y aura certainement des génériques pour le traitement de l'hépatite C, pour ces cas difficiles, là, c'est pareil. Mais là, pour le tenofovir, il est là. Donc, je pense qu'il faut y aller. Ouais. Mais vous avez quand même l'antécavir. L'antécavir est quand même très efficace, hein, sauf si vous avez un patient qui a reçu de la lamivudine. Oui. Et vous n'avez pas rien. Encore la femme enceinte, ou encore pour la femme enceinte. Alors, le seul problème de l'antécavir, c'est qu'on peut avoir un petit risque de mutation avec le temps, mais qui est très faible, hein, qui est de l'ordre de 2 à 3 % qu'on n'a pas avec le tenofovir. Mais franchement, c'est très peu différent.
Oui, à peu près 1 mois après la naissance. Donc la seule chose, oui, 1 ou 2 mois après la naissance, et après ça dépend si la femme veut encore beaucoup d'enfants. Par exemple, en Afrique, pour répondre à la question que vous avez posée tout à l'heure sur la femme enceinte, ben, on ne va pas mettre le traitement, l'arrêter, le remettre 6 mois après, alors que la femme va être perdue de vue. Donc on essaye de faire pendant la vie féconde. Mais si la femme veut pas d'autres enfants ou que vraiment c'est des enfants très espacés, effectivement, on peut l'arrêter 1 à 2 mois après et le reprendre.